Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de reconstruire toutes les agricultures. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Peut-être que tu parleras un peu d'agriculture biologique. Toutes les agricultures ont progressé, puisque toutes les agricultures, c'est souvent dit les petites, les paysannes, les trucs, les grosses, les moyennes, les de gauche, il y en a des droites, il y en a du centre, il y a des courants. Enfin, oui, le seul courant qui nous intéresse, c'est l'agronomie, encore une fois. Souvent, quand on parle des crises agricoles, on part un peu vite en besogne. Ce qui nous intéresse, c'est chaque mètre carré de sol et savoir ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, sur chaque mètre carré de sol, aujourd'hui, 95% des agriculteurs perdent de la matière organique. Et les bio en perdent encore plus que les autres. Alors nous, on le dit, on se fait un peu taper dessus. Bon, moi, certains le savent, je suis né dans une ferme en bio et on est très représenté et très représentatif de la bio. Mais malheureusement, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Dès qu'on travaille le sol, on le bousille. Dès qu'on met trop de substance sur ce sol-là, on le bousille aussi. Mais il y en a 5% qui ont passé ces caps-là et qui, en passant ces caps-là, donc le digne représentant aujourd'hui, c'est Jean-Christophe, ont travaillé la question de la plante qui répare, la plante qui protège et la plante qui produit. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte, je peux le dire, c'est un peu une provoque, mais leur entrée première, ce n'était pas de sauver les abeilles. C'était de faire l'agriculture, et une agriculture qui évite d'aller chercher de la matière organique à l'autre bout de l'Europe, de prendre des lisiers de porc, de les concentrer, d'en faire des bouchons et d'épandre ça avec tout d'un coup une labellisation miraculeuse qui arrive dans les champs. Voilà, j'en ai assez dit. Merci d'être ici. Donc, je vais me présenter, Jean-Christophe, paysan bio dans le Gers, dans l'est du département, sur une ferme de 130 hectares. J'ai fait ma conversion en agriculture biologique en 2007. Et rapidement, je me suis rendu compte, je vais vous donner quelques données techniques, c'est des sols en argilo-calcaire et vallonnés, comme le Gers. Et donc, rapidement, avec le passage à l'agriculture biologique, j'ai fait l'arrêt des produits chimiques, mais j'ai compensé par le travail du sol. Et là, on se rend compte qu'on perd très vite la matière organique. J'étais à 1,2% de matière organique. Autrement dit, pratiquement rien. Ça me laissait en gros quelques années d'agriculture, mais pas beaucoup. Donc, suite à ça, je me suis renseigné avec les couverts végétaux. Parce qu'il y avait de l'érosion, il y avait beaucoup d'heures de tracteur. Et comme je suis tout seul sur la ferme, ça devenait très dur. Et les fenêtres pour intervenir dans les travaux du sol sont de plus en plus courtes. On l'a vu dernièrement, il fait très chaud et le lendemain il pleut. Et donc, quand on veut intervenir, c'est pas possible. Ou alors, on prend l'agriculture actuelle qui est conventionnelle, je n'ai rien contre l'agriculture conventionnelle, loin de là. C'est-à-dire il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs, mais c'est malheureusement une agriculture de riches. On sait que l'agriculteur va dépenser beaucoup et gagner très peu. Donc j'ai pu commencer mes recherches sur les couverts végétaux, et là c'est un monde nouveau. C'est-à-dire qu'on présente les couverts végétaux comme le remplacement de tous les travaux qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un écosystème et là on copie sur, pour se donner une idée, le fonctionnement de la forêt, des prairies et ensuite des abeilles. Parce qu'elles ont une société qui fonctionne très bien quand on ne la perturbe pas. Donc quand on regarde une forêt, elle est capable de produire beaucoup de biomasse sans engrais et sans travail du sol. Et une prairie c'est pareil. À se rapprocher toujours le plus possible de la nature, il faut une biodiversité. Je ne vais pas faire que du blé sur une parcelle. Quand je sème mon blé, je vais y semer du trèfle blanc, ou je vais semer du bois carré. On va semer une autre culture, des plantes compagnes, qu'on appelle, et qui vont venir aider la plante. Et par symbiose, si je ne dis pas de bêtises, il y a des échanges qui se font entre elles. Et de ce système-là, de ne pas travailler le sol, il se met en place la mycorhisation. La mycorhisation, c'est notre internet à nous, c'est-à-dire ce qui va permettre que les plantes communiquent entre elles. Donc, le moins de travail du sol, même 1 cm, on coupe les câbles. Et donc, on perd une année. Il faut au maximum préserver l'écosystème et il faut arrêter de lutter. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il passe sa vie à lutter. Lutter contre les mauvaises herbes, lutter contre les ravageurs. Enfin, c'est une lutte permanente. Alors que la nature, c'est pas ça. La nature, elle nous a toujours nourris et j'espère qu'elle nous nourrira le plus longtemps possible. Donc, quand on rentre dans l'écosystème, qu'on travaille avec la nature,
eh bien, on fait en sorte d'accélérer le système, sans le perturber. C'est-à-dire, on va lui demander, dans l'année, une récolte que je puisse ramasser le blé, le lin, la lentille, le pois chiche, le maïs, le tournesol, que je puisse récolter pour moi, pour nourrir et vivre, et nourrir ma famille. Voilà, en gros, de ce qu'il en est. Ensuite, cette photo, je l'aime bien parce que voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire, là, c'était derrière une moisson de petite épeautre. Donc, je vous rappelle qu'on sort de canicule. Et vous voyez au sol, il y a la présence du trèfle blanc. Voilà, c'est pas très... on le voit ici. Voilà, c'est pas évident. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que sur la ferme, il y a 16 km de haies. Il y a 3,5 hectares d'agroforesterie qu'on a mis en place avec Arbres Paysage. Et ça en est un exemple type. C'est-à-dire, la parcelle est entourée de haies. Donc, là, j'ai moissonné le pois carré, j'ai récolté du trèfle blanc et du pois carré. Tout ça, je l'ai rentré. J'ai rentré ça au stockage, je l'ai trié, séparé. Et ensuite, on a la chance de pouvoir ramasser des prunes. Ça, du côté, on ramasse des fruits. De l'autre côté, il y a du bois pour se chauffer. Donc, on se rend compte qu'une parcelle, quand on l'amène comme ça, on arrête de se dire, je fais de la monoculture, mais je suis en biodiversité, et on ramasse beaucoup de choses. On est capable, au mètre carré, de produire beaucoup. Et là, juste derrière cette parcelle, j'ai ramassé les prunes, et ensuite, j'ai semé en couvert. Un mélange, il y a du sorgho, de la cameline, du tournesol. Et tout ça, ça va arriver jusqu'à l'automne. Et là, je repartirai certainement avec un autre semis de petite épeautre. Parce que l'intérêt de ce système-là, et ce qu'il faut, moi, pour améliorer le sol, c'est rapporter du carbone au sol. Et on rapporte du carbone avec des graminées. C'est pour ça que j'ai semé du sorgho entre les deux cultures. Et ça permet de remonter le taux de carbone dans le sol. Quelques chiffres, parce qu'on aime bien ça. Cette année, sur la ferme, j'ai stocké environ, je ne veux pas dire de bêtises de tête, je crois que c'est 2 tonnes de carbone à l'hectare. Il y avait 1 tonne 800 de vers de terre, pareil à l'hectare. La porosité du sol, c'est-à-dire mon sol peut accepter 67 mm d'eau à l'heure. Quand on en parle comme ça, ça a l'air anodin, mais déjà l'eau elle est plus sur la route, la bonne terre elle est plus dans les rivières, et mon sol il filtre l'eau. Donc voilà, ça c'est le semis de blé dans du trèfle, et on se rend compte que le sol il est toujours couvert, et il se porte très bien. Alors il y a un truc que j'aime dire, toujours pareil, l'agriculture et l'agriculteur luttent contre les limaces. Et on s'est rendu compte que dans ce système-là, la limace a une mémoire gustative. Si elle a un couvert permanent qui reste toute l'année, elle mangera toujours le même. Du moment qu'elle a mangé, elle ne va pas aller s'attaquer aux cultures pour vous les récolter. Ça arrive, mais c'est rare. Et la limace, comme le reste, elle est essentielle. Vous enlevez la limace et les vers de terre, ils ont des problèmes pour se nourrir. C'est la limace, elle commence à la pyramide. Elle mange le bourreau du ver de terre. Et c'est toute une pyramide. On n'a rien inventé, nous on en fait partie. Et malheureusement, on l'a trop bousculé. Et dans ce système-là, on se rend compte que, voilà, on est dans un écosystème, on ne le perturbe pas, on peut vivre. Et on se rend compte que là, avec 130 hectares, j'en ai presque trop. Point de vue boulot, parce que c'est quand même quelque chose, on est beaucoup dans l'observation, on passe beaucoup de temps dans les champs à regarder les plantes qui poussent. Mais on se rend compte que si on le fait sérieusement, parce que ça s'apprend, hein, on apprend tous les jours. Il y a des échecs. Tous les semis de cet été, j'ai pris un carton. Mais j'ai appris. Voilà, tous les jours j'apprends. Et ça permet de remettre les jeunes, d'installer les jeunes sur les fermes. Parce qu'actuellement, à chaque changement de génération, on multiplie les surfaces par 2. Pour installer le fiston, s'il y a 250 hectares, le fiston, il faudra 500. Donc je peux vous dire qu'à ce rythme-là, il ne va plus rester beaucoup d'agriculteurs. Alors que dans un système comme ça, eh bien, au contraire, on fait l'agriculture de grand-père avec le matériel d'aujourd'hui. Et là, il faut un tracteur, un semoir, la moissonneuse. C'est sûr, ça ne fait pas plaisir aux constructeurs, mais quelque part, eux aussi, ils ont à s'adapter. Chacun s'adapte, mais il ne faut surtout pas matraquer nos sols, parce que c'est de là que part notre nourriture. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire sur la ferme. Et l'apiculteur se porte bien. Alors l'apiculture, on va en parler. Sur la ferme, il y a 160 ruches, il y a 3 apiculteurs.
qui laissent leurs ruches en permanence toute l'année. Et il se trouve que les premières années, ils ont voulu les nourrir l'hiver. Ils leur apportaient, alors les données techniques, moi je ne les sais pas, vous êtes mieux renseignés que moi, mais ils les nourrissaient, ils se rendaient compte que les abeilles ne mangeaient pas. Elles avaient suffisamment à manger dehors, et elles ne mangeaient pas, je ne sais pas comment ça s'appelle le produit qu'ils mettent, un produit naturel pour les nourrir. Et on s'est rendu compte, on parlait du frelon, une abeille qui reste toute l'année, elle sait le combattre. Souvent les ruches sont déplacées, on amène les abeilles où c'est qu'il y a des fleurs. Là, comme elles restent toute l'année, elles ont à manger au pied, elles ne partent pas. Et elles arrivent à se défendre. Notamment cette année, du frelon, on n'en a pas trouvé. Et ensuite, et ça c'est quand même important, leur production a doublé. C'est-à-dire que c'est des abeilles qui ont à manger pendant 10 mois de l'année. On va dire décembre, janvier, elles sont en repos. Là, il n'y a pas trop de fleurs. Mais par contre, de février à décembre, à fin novembre, elles peuvent manger parce que quand vous voyez le sarrasin qui est là, la journée elles sont sur le sarrasin et le soir elles descendent, elles vont butiner le trèfle blanc qu'on ne voit pas là, qui est en fleurs et en dessous. Et c'est dans toutes les cultures, c'est comme ça. Voilà, là c'est le champ de sarrasin, ben, ça c'est du tournesol conventionnel qui est en bio, mais elles se nourrissent aussi. Et là c'est les qu'on a plantés avec, alors il y a des bandes de tampons que nous a imposé la PAC. Moi je l'ai transformé en bandes de résilience. C'est-à-dire c'est des endroits où je ne mets plus les pieds. Parce que s'il y a des prédateurs, automatiquement, si on ne perturbe pas, il y aura ce qu'il faut, les auxiliaires en face pour les combattre. Notamment par rapport aux pucerons et tout ça. Voilà des ruches qui sont bien au milieu des arbres, dans les postes. Voilà, et ça c'était le battage du sarrasin. Et derrière, vous voyez, le sarrasin est sec, je le récolte, il y a toujours le trèfle blanc et elles peuvent continuer à manger. Voilà, et ce que j'avais aussi oublié de vous dire, c'est que sur la ferme, il y a un lac, et je me refuse d'irriguer. Une plante qui vient sur ma ferme, il faut qu'elle pousse toute seule. Si elle ne pousse pas, elle n'a pas sa place. Je fais du maïs en sec, je travaille sur des variétés population, c'est des semences que je sélectionne à la maison, ça prend 3-4 ans, mais après c'est ma semence, je l'ai jusqu'à la retraite, après je la passe au suivant. Et c'est surtout pour toutes les plantes, que ce soit le blé, le seigle, toutes les plantes viennent de la maison. Et donc je me retrouve avec une ferme pratiquement autonome. Voilà. Ça c'était un semis de sarrasin dans un couvert de févrole. Pour vous donner une idée, ici c'était bon, c'était le plus joli. Je ne sais pas le plus mauvais. Il y avait 18 tonnes de matière sèche. Quand j'ai écrasé le couvert, vous savez qu'on voit, il y a du radis chinois, de la févrole, il y a de l'avoine, enfin, il y a les 3 familles principales qui sont les graminées, les légumineuses et crucifères. Et ensuite, il y a d'autres plantes, un peu du sarrasin, des polygonacées, enfin, et facélie et tout ça. Là, vous êtes en train de semer? Oui, là il y a le semis. Alors devant, c'est un rouleau hacheur qui vient écraser la plante, qui ne la coupe pas. Le côté sadique, c'est là. C'est-à-dire que la plante, on ne la coupe pas, on l'écrase parce qu'elle va continuer à alimenter les graines. C'est-à-dire ça, on l'écrase quand les plantes sont en fleurs. Et là, la plante va s'épuiser à aller alimenter les graines. Et elle ne repartira pas. Et derrière, il y a un semoir direct. C'est un disque qui ouvre la terre, on pose la graine et derrière, il y a une roue qui referme. Comment? Les abeilles, il en passe. Il en passe, mais si je dois slalomer entre les abeilles. Non, mais en général, parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, je le sème à 4 km/h. Quand j'ai commencé le semi-direct, j'étais entre 8 et 10 km/h. Alors là, c'était tout ce qui était les lièvres, les petits chevreuils, tout ça, ça y passait. Donc, et sous les conseils, parce que je travaille avec M. Conrad Chabert, il m'a dit de semer à 4 km/h, il y aurait une meilleure mise en terre, et du même fait, on n'abîme plus la faune. Ils ont le temps de partir. Pour les abeilles, tu pourrais mettre une barre devant. Oui, juste de faire bouger. Mais là, je peux dire la vitesse où ça va, 4 km/h, le rouleau hacheur, il remue un peu les tiges et tout s'en va. Honnêtement, l'incidence du semis, c'est une fois par an. Le semis, enfin du semis comme ça, c'est une fois par an. Sinon, je sème 2 fois par an. L'incidence sur la vie qu'il y a autour, elle est très très faible.
Quand avant, j'intervenais entre 5 et 6 fois sur une parcelle. Ça, c'est la levée du sarrasin dans le mulch. Voilà. Donc, autant vous dire que dessous, même en plein été, quand il fait très chaud, la vie du sol, elle continue. Et là, on peut voir, quand on se lève de bonne heure le matin, on voit les vers de terre qui remontent à la surface et venir chercher la nourriture et redescendre. Donc, ils nous font le profil cultural, c'est-à-dire ils vont remplacer la charrue et le décompacteur. C'était une structure de sol avec les élèves de Super Montpellier. On a fait des fosses et on a regardé le profil du sol. Excusez-moi, en moyenne, combien est remontée la matière organique? Pour l'instant, on n'a pas le chiffre. Si elle est remontée de 0 à 1 point, déjà elle n'est plus descendue. Déjà elle ne descend plus. Elle a dû remonter de 0 à 1 point, c'est très très faible. On perd très vite et on met énormément de temps à remonter. Bilan économique, c'est-à-dire quand je voyais arriver la semis de farine de viande qui au départ venait d'Agen, puis par la suite venait de Bretagne, pour finir venait d'Espagne, c'est 15 000 € une semis. Et c'est pas dit que ça marche en plus, ça n'a jamais été prouvé que ça marchait. Alors que ce système-là, ça ne coûte rien. Donc le bilan économique, il se fait rapidement. Tout ce qui est produit sur la ferme est transformé ou vendu directement. On coupe les intermédiaires et on va directement chez le consommateur. Donc là, on sait de quoi on parle. Voilà, donc j'ai eu la chance de rentrer au moulin à strier, des frères à strier, et là, je fais ma farine. Et ensuite, tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois carrés, ça c'est trié, ensaché et vendu directement au consommateur. Comme on n'est plus sur le tracteur, on favorise les échanges. Là, c'était une réunion sur le non-travail du sol. Il y avait 90 agriculteurs. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, les agriculteurs prennent conscience. Voilà. Il y a eu une génération qui, malheureusement, n'a pas fait les écoles agricoles. Je sais de quoi je parle. C'est des générations qui sont juste avant nous. On leur a dit, toi, tu seras paysan. Et malheureusement, ils ont été formés par les techniciens des coopératives. Donc, autant vous dire qu'on ne parle pas d'agronomie. Voilà, et ça, c'était la plantation d'agroforesterie. Et ça, c'est une rivière. Je pars de la source, et voilà l'eau, quand elle coule, là, c'était après un orage. Un exemple type, c'est-à-dire au-dessus, il y a du blé, le trèfle blanc. Je vous parlais de mycorhization, voici les champignons. Regardez les systèmes racinaires dans le sol. Ici, il y a des petits vers de terre. On retrouve des carabes, tout ça. On ne fait pas mieux. Je veux dire, la nature, ce qu'elle fait, on ne fera pas mieux. Les abeilles, elles ont besoin des arbres, elles ont besoin des haies, elles ont besoin de sols riches. Et lutter pour la sauvegarde des abeilles, c'est lutter pour les arbres, pour les haies, pour les sols. Et c'est tout cet écosystème qui nous permettra non pas de sauvegarder les abeilles, mais de sauvegarder l'homme. Tout simplement, nous, en luttant pour sauvegarder les abeilles, c'est l'homme qu'on sauvegarde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.